Je vais m'adresser à Sébastien, en particulier. Tu es bruxellois, auteur, conférencier, entrepreneur social et accompagnateur spirituel. Après des études en sciences sociales à l'IHECS de Bruxelles, tu t'es spécialisé en analyse globale des risques et de gestion des crises à l'Université libre de Bruxelles. Tu as complété ta formation à l'Institut de neurocognitivisme de Bruxelles aussi. Dans le monde professionnel, des années durant, tu as donné des conférences et animé des ateliers pour des organisations nécessitant la mise en place de changements positifs. En parallèle, tu t'es intéressé à la marche et tu as parcouru des milliers de kilomètres. Et c'est ainsi que tu t'es rendu notamment à Compostelle, Rome, Jérusalem, ce qui a donné lieu à la rédaction d'un ouvrage, donc à pied à Jérusalem. Mais tu as aussi choisi de voyager dans Bruxelles même pendant 3 semaines. Et Bruxelles, c'est ton lieu de résidence et tu as consigné tes impressions et tes réflexions dans ton livre Partir chez soi. Tu as également animé des ateliers de marche nocturne, ce qui est original. Et aujourd'hui, tu t'investis pleinement dans la fonction de responsable des accompagnateurs spirituels et philosophiques au sein d'un établissement hospitalier. Alors, à travers tous ces postes que tu as occupés, ces missions que tu as remplies, ces chemins que tu as parcourus, qu'as-tu recherché en vérité? Quel a été ton moteur? Bonsoir et puis merci pour cette invitation parce que effectivement, à quoi bon vivre des expériences qui sont très intenses si on ne peut pas les partager. C'est en les partageant qu'on comprend qu'il y a des perspectives alors que parfois on se dit qu'il n'y en a pas. Je suis gantois. C'est une petite ville à 50 kilomètres au nord-ouest de Bruxelles. Et je suis issu d'une famille un peu composée de différentes identités, même si ces identités ne sont géographiquement pas très éloignées. J'ai un père qui est wallon, c'est le sud de la Belgique, et puis une mère qui est flamande. Et voilà, j'ai grandi dans un environnement flamand, donc néerlandophone, mais parlant le français à la maison. Et c'est vrai que cet élément-là a peut-être un petit peu constitué mon identité parce que quand j'étais à l'école avec mon nom que vous voyez, Sébastien Defoe, c'est pas un nom flamand, bon, c'est pas un nom français non plus, c'est un nom wallon. Et donc on me disait, mais tiens, toi tu n'es pas de chez nous, toi tu viens d'où au fait? Et puis cette question, tu viens d'où, elle a traversé ma vie jusqu'à présent, 51 ans. Et puis finalement, c'est cette question, je viens d'où, qui est devenue de plus en plus présente et qui m'a poussé à aller vers l'inconnu au travers de marches, comme tu l'as si bien C'est ça. évoqué dans l'introduction. Et je viens d'où je vais, pour être peut-être plus concret, voilà, je vais peut-être parler d'un élément significatif de mon enfance. J'étais à l'internat. Euh, Et donc, c'était un internat très sévère, où pendant 1 heure, trois quarts, on était obligé d'avoir le regard rivé sur nos livres, alors qu'on était dans une grande salle d'études à une cinquantaine d'élèves. Et si on levait 3 fois la tête, eh bien, c'était la colle. C'était la punition. Donc, il fallait vraiment avoir le regard rivé sur les bouquins. Et puis, il y avait un surveillant qui était là pour surveiller si on était bien assidu. Et je me souviens que je devais avoir 14, 15 ans, j'avais pris mon atlas géographique et, euh, et j'ai décidé de tracer une ligne de Ushuaia à Anchorage, Ushuaia qui se trouve au sud de l'Amérique latine et Anchorage qui est en Alaska. Je me suis dit, voilà, plus tard, quand je serai grand, je voudrais, comment dire, récupérer cette liberté perdue et de faire cet itinéraire à vélo. Et voilà, j'ai grandi, j'ai fait des études supérieures et universitaires.
Et puis, lorsque j'avais terminé mes études, je me suis dit, bon, ben voilà, je suis grand, mais je ne sais toujours pas d'où je viens et je ne sais toujours pas vers où je vais. Euh, Peux-tu préciser, question études, dans quel domaine? alors, ce sont des études de sciences sociales. Alors, entre autres, on nous a appris à communiquer pour diminuer la distance entre l'autre et soi-même. Et c'était autour des années 2000, un peu avant les années 2000, fin années 90. Et je me souviens, là, c'était l'époque des cybercafés. Là, je découvre les chat rooms. Ah oui, c'est vrai que je dois traduire. Ce sont des lieux de conversation euh, digitale. Et donc, on apprenait voilà, à parler les uns avec les autres, supposant que les autres se trouvent très loin. Mais je me suis rendu compte que les autres, ils se trouvaient physiquement dans la même pièce que moi. Ils étaient à côté de moi. Et je me disais, mais pourquoi faire une telle distance, enfin parcourir un tel détour si la personne est juste à côté de moi, pourquoi ne pas l'aborder? Et puis je me suis rendu compte que parfois c'est plus facile aussi de passer par l'anonymat pour pouvoir dire des choses, mais c'est un anonymat qui me mettait vraiment mal à l'aise. Et puis là, je me suis souvenu des paroles de mon prof de philo qui m'avait dit au sortir de mes études et à qui j'avais dit, voilà, je voudrais partir faire Ushuaia Anchorage à vélo. C'est ce prof de philosophie qui m'a dit, donc Franck Pierrobon, un spécialiste de Kant, qui m'a dit, si j'étais toi, mais libre à toi, je parcourrais une plus petite distance euh, pour voir comment te convient, enfin comment tu appréhendes l'espace et le temps. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne partirais pas à Compostelle? Et puis bon, moi, je me disais, partir à Compostelle à pied de gants, ça me paraît quand même vraiment loin. Et puis il m'a dit, mais voilà, toi, tu t'apprêtes à faire une vingtaine de milliers de kilomètres à vélo, peut-être que ce serait une bonne chose pour voir si voilà, cette longue distance te convient. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas parcourir cette longue distance à pied avec le moyen le plus naturel, le plus simple, qui est la marche. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte que le plus long chemin qu'on peut parcourir dans la vie d'une personne, c'est pas d'aller d'ici jusqu'à Compostelle, jusqu'à Rome, la Mecque, le Mont Kalash. Le plus long, le plus long parcours ou la plus longue distance qu'on peut parcourir, c'est une distance de 30 centimètres et c'est une distance de la tête au cœur. Hmm. Eh bien, je me suis rendu compte que cette distance-là, elle est tellement plus longue que n'importe quel pèlerinage physique qu'on peut entreprendre dans une vie. Et voilà, donc ça a été vraiment une expérience de l'avancer vers l'inconnu et de faire de l'inconnu mon plus fidèle allié. Et en partant ainsi sur les routes de Compostelle, je me suis toujours dit, tiens, si Dieu existe, ben, c'est que ça vaut la peine de le rencontrer. Et c'est que je ne l'ai pas encore tout à fait rencontré. Mais je me suis dit aussi qu'il n'y a pas de rencontre sans espace physique. Et finalement, la route, le chemin, a été cet espace de rencontre qui a permis de me donner quelques éléments de compréhension d'où je viens et vers où je vais, et qui a été aussi une traversée de l'horizontalité. Et au fur et à mesure que j'avançais l'horizontalité, donc la configuration horizontale du paysage, j'ai compris que j'avançais aussi dans la verticalité. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'y ai retrouvé la croix, non pas le supplice, évidemment, ou le symbole du supplice, mais quelque part, je me suis retrouvé à comprendre que à la croisée de l'horizontalité, de la verticalité, il y a quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui me précède. Et autant je me sentais assez seul en partant, chemin faisant, lorsque jamais j'ai été aussi physiquement seul, j'ai été aussi, je me suis senti aussi entouré. Parti seul un 19 septembre, je suis arrivé un 6 décembre et bon, en 98, c'était pas encore, enfin, c'était déjà couru, mais en tout cas, à la fin enfin, en automne, à la fin de l'été et en automne et en hiver, il n'y avait pas grand monde.
Et donc, c'est ça qui a été vraiment quelque chose de fondateur dans ma vie, de me retrouver très entouré alors que j'étais physiquement seul. Alors, moi, ce qui m'a permis de sortir du moi, de l'expérience du moi, c'était toutes ces personnes qui m'ont demandé, chemin faisant, de marcher pour elles. Avant de partir, j'avais publié d'une façon anonyme une annonce qui expliquait qu'il y avait un pèlerin qui partait à pied vers Compostelle et que les personnes qui avaient besoin de partager des, euh, des prières, disons, des demandes spirituelles, pouvaient l'envoyer à la rédaction. Et puis, avant de partir, j'ai été récupérer les intentions et j'en avais près d'un demi-kilo, d'intentions. Eh bien, c'est grâce à ces intentions, je pense que ce chemin a pris tout son sens. Et là, je me suis rendu compte que vers là où je vais, c'est vers un espace relationnel. C'est que il n'y a pas d'expérience spirituelle ou philosophique si ce n'est pas relationnel, quoi. Tu as senti qu'il y avait un lien entre toi et les personnes qui t'avaient donné ces intentions. Eh bien oui, mais finalement, avant de comprendre ce lien, il fallait quelque part surplomber une forme de vide intérieur, c'est-à-dire se soustraire à ses habitudes, à un mode, enfin, ou à des modes opératoires qui ne sont pas tout à fait les vôtres. Peut-être que j'étais prédestiné à quelque chose qui ne me correspondait pas, avec des attentes familiales qui ne me convenaient pas. Et c'est vrai que voilà, en partant, on part vers cet inconnu. Et cet inconnu, eh bien, il est souvent, enfin, comment dire, jalonné de zones d'ombre, jalonné de vide, dans lequel s'installe la peur. Et puis peut-être pour prendre un symbole qui est, voilà, le symbole de Saint Jacques de Compostelle, eh bien, c'est la coquille. Ah, je vais voir, voilà, c'est le, Un coquillage. le coquillage. Voilà, le coquillage de Saint-Jacques, qui est un très beau symbole, en fait, qui est en même temps réceptacle, qui est le lieu de réceptacle de quelque chose qui me dépasse, qu'on peut peut-être appeler la grâce, mais encore faut-il pouvoir l'accueillir, cette grâce. Et moi, je me suis rendu compte en partant que ma coquille était plutôt ébréchée par, voilà, des désirs qui ne sont pas assouvis, des projections de l'idéal de moi-même comment dire, qui est un peu comme un satellite autour de qui je suis, des rancœurs, etc. Et puis je me suis rendu compte à quel point ma coquille ébréchée, eh bien, elle laissait place au vide. Mais c'était pas un vide rempli, c'était un vide, voilà, dans lequel s'installait plutôt la peur. Et je me suis senti dans un certain inconfort au début. Et ce qui était chouette, c'est que je chantais pas mal et au début, et je me suis rendu compte que, enfin, je ne chante pas très bien, mais l'impulsion de ma voix était plutôt haute. C'était et au fur et à mesure que j'avançais dans la marche, j'ai l'impression que cette impulsion ou ce centre de gravité descendait. C'était Hmm. et je rentrais en moi, en fait. Et c'est là la première rencontre, en fait. C'est là la première intention, c'était de réinvestir un peu plus qui je suis et d'être moins le satellite de moi-même qui gravite voilà, loin de qui je suis. Et ça a été une expérience extraordinaire de la rencontre avec un peu plus avec qui je suis et peut-être de renouer avec cette identité un peu diffuse de francophone habitant en Flandre, où à chaque fois on me disait mais t'es qui Enfin voilà, donc c'était une expérience vraiment de réunification, enfin, une forme de réunification, le socle qui se resolidifie un petit peu. Voilà, et donc c'était une expérience qui m'a mené en direction de l'ouest, en direction de, c'est très physique, en direction du couchant. Et ça a été une expérience de la reconversion. Euh, voilà, c'était une expérience
éminemment spirituel. Bon, je ne vais pas en parler pendant trop longtemps, mais peut-être juste ceci. De la Belgique jusqu'à la frontière espagnole, c'était une expérience de solitude. Et puis à partir de la frontière espagnole, c'était une expérience de pérégriner avec quelques autres pèlerins. Et donc voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'effleurer aussi, effleurer l'instant présent. Euh, mais la densité de l'instant présent qui ne connaît pas qui ne connaît pas de limite. J'ai abandonné l'idée, en tout cas jusqu'à présent, de faire Ushuaia-Anchorage à vélo. En 2000, j'ai décidé de reprendre la route pour aller en direction du sud, en direction du Zénith. Et puis cette fois-ci, je suis parti en direction de Rome. Et 7 ans après mon premier voyage, je suis parti en direction de l'Est, en direction donc de Jérusalem. Et là, c'est le vrai saut dans l'inconnu parce que voilà, c'est une avancée hors des frontières de l'Europe, hors des frontières rassurantes de l'Europe. Et, euh, et peut-être quelques éléments que je voudrais partager ici. Je me suis rendu compte à quel point on me disait toujours fais attention dans l'autre pays, fais attention de cet autre qui ne nous ressemble pas, nous, parce que toi et moi, on vient du même terreau, on vient d'Europe ou bien de la même région, du même territoire, du même pays, de la même identité. On partage la même identité. Déjà, quand j'étais arrivé euh, en Autriche et que je racontais que j'allais traverser la Hongrie, on me disait en Autriche, bon, c'était en 2005, fais attention en Hongrie parce que là, tu sais, les étrangers, voilà, on a eu des mauvaises expériences en tant qu'étranger, donc fais attention euh, en Hongrie. Quand j'étais arrivé en Hongrie, que j'expliquais que j'allais traverser la Croatie, on me disait en Hongrie, fais attention en Croatie parce que en Croatie, il y a encore des mines qui datent de la guerre des Balkans. Quand j'étais arrivé en Croatie, on me disait attention en Serbie parce que là, c'est un pays où il y a encore beaucoup d'assassins, me disait-on, et on me disait même si j'étais toi, je louerais les services d'un homme armé d'une Kalachnikov. Voilà, et donc c'était toujours cet autre qui était la menace. Et je me suis rendu compte, en fait, chemin faisant, que la distance entre l'autre et soi-même est une distance intérieure qui est parfois insurmontable pour autant qu'on refuse l'autre dans ce qu'il est. Ce qui a été vraiment très fort, c'est que lorsqu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans cet instant présent, qui est presque un susurrement, enfin, c'est tellement subtil qu'on s'en rend souvent pas compte. Mais la marche, le marcheur au long cours a ce privilège de pouvoir de plus en plus vivre peut-être les choses dans l'instant présent. Eh bien, j'ai eu voilà cette chance extraordinaire de pouvoir me trouver à un endroit qui était décisif lors de mon pèlerinage vers Jérusalem, qui était une pierre commémorative où il était écrit qu'ici, il y avait 65 ans de cela, des hommes et des femmes avaient été déportés de force en direction du camp d'extermination de Dachau. Euh, et pourtant, Dachau était à une centaine de kilomètres en dehors de ma route. J'ai décidé finalement de faire ce détour vers Dachau parce que je me disais finalement qu'est-ce qui nous diffère si ce n'est que si ce n'est que leur liberté leur a été volée pour toujours. Personne ne m'a obligé de partir à pied pour Jérusalem euh, et me voici confronté à une pierre d'achoppement de notre histoire commune qui a contraint tant d'hommes et femmes et d'enfants de vivre l'horreur, l'extermination. Et donc j'ai décidé de faire ce détour pour arriver à Dachau, où on commémorait je pense, les 60 ans de libération du camp d'extermination de Dachau. Il y avait des délégations du monde entier qui étaient là, des survivants de la Shoah, des descendants de personnes qui ont péri.
Et j'ai été pris d'un froid intérieur très, très fort, d'une tristesse voilà, qui ne m'appartenait pas. Et puis, lorsque je me suis retrouvé à l'endroit où il y avait plus que les fondations des baraquements des prisonniers, euh, voilà, qu'on avait, enfin, ces baraquements qu'on avait détruits à l'arrivée des Américains ou des Anglais, je ne me souviens pas. Là, sans comprendre la portée de mon acte, j'ai pris un caillou et puis j'ai fait la promesse de porter ce caillou en mémoire de toutes ces vies brisées vers Jérusalem, de le porter avec moi. Et c'est là que le pèlerinage intérieur a vraiment commencé, je pense. C'est que si on prête oreille à l'esprit, à Dieu, au divin, eh bien, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Et c'est quelque chose qui porte du fruit pour soi, oui, mais ça porte tellement de fruits aussi pour les autres. Et on s'inscrit dans une conscience qui nous dépasse complètement. Et se mettre à l'école de cette conscience permet de réorienter sa vie, euh, voilà, même si elle est une vie qui, voilà, qui est entourée de beaucoup de vide, ou parfois quand il y a le vide qui nous habite, c'est pouvoir se réorienter. Et je crois que c'est ça la vie spirituelle, c'est de retrouver une direction dans le non-sens de ce qu'on peut vivre. Bon, tu parles de réorienter ta vie. Est-ce que tu peux expliquer, nous dire en quoi cela a eu un impact sur ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a eu un impact et oui, si oui, lequel? Oui, ça a eu un impact, évidemment. Euh, c'est que j'ai essayé parfois j'ai essayé de ne pas être à l'écoute toujours de cette, comment dire, de ce dialogue intérieur. Mais à chaque fois que je n'étais pas à l'écoute de ce dialogue intérieur et que je me disais, bon, bah, je vais aller dans cette direction-là parce que là, il y a peut-être de l'argent à gagner dans cette entreprise, voilà, c'est de bon ton de faire ceci ou cela, eh bien, à chaque fois, je me cassais la gueule. Je vais répondre à ta question, hein. Mais peut-être juste ceci, c'est quand j'avais fait mes études, j'avais rencontré, enfin voilà, j'avais une copine de cours avec qui j'étais resté en contact et qui m'avait annoncé que sa maman avait fait une très grosse tentative de suicide. Et alors, de but en blanc, je lui ai dit, enfin, à cette fille, à cette copine, que j'allais visiter sa maman, qui avait survécu miraculeusement. Et cette dame était dans un hôpital psychiatrique à la clinique Saint-Jean. Et la clinique Saint-Jean, c'est là où, par hasard, comme par hasard, je travaille maintenant. Et cette dame, j'ai été lui rendre visite, et cette dame m'expliquait qu'elle marchait du jour à la nuit. Parce que la nuit, elle l'associait à sa finitude, à la mort, et pour elle, la mort était une issue à ses souffrances. Et puis, sans comprendre, là, une fois de plus, la portée de ce que j'allais dire, je lui ai dit, eh bien, je vais venir vous chercher au milieu de la nuit quand vous sortirez de l'hôpital psychiatrique. C'était au mois enfin, c'était un mois d'été, juillet ou août. Et je lui ai dit, voilà, je viens vous chercher et au milieu de la nuit et on va marcher de la nuit vers le jour. Et ça a été une expérience fondatrice, notamment dans ma vie professionnelle, parce que, et c'est plus fort que moi, j'ai dû toujours, enfin, je ne pouvais pas m'accommoder d'une expérience professionnelle qui me nourrissait pas et qui n'était pas, qui ne me donnait pas une orientation qui ait du sens pour moi. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai fait la rencontre de Pierre Morkens aussi, qui m'a permis de me développer euh, dans voilà dans l'approche neurocognitive et comportementale et qui m'a permis aussi de comprendre aussi, enfin qui m'a permis de comprendre bien des choses sur mes résistances, sur mes projections, sur les dominances et sur le préfrontal aussi, qui est cet outil extraordinaire de pouvoir amener beaucoup de nuances là où il n'y en a pas et surtout de voilà de faire la synthèse de choses qu'on ne comprend pas toujours. J'ai voulu un peu voler de mes propres ailes
Et puis, ben voilà, comme Icare, je me suis fracassé sur la réalité du Covid. Et là, voilà, tout s'est complètement grippé. Je n'avais plus de mission, j'avais plus rien du tout. Euh, Tout à fait par hasard, j'ai vu une annonce comme quoi, eh bien, à la clinique Saint-Jean, à l'hôpital Saint-Jean, on est à la recherche d'un accompagnateur spirituel. Et voilà, c'était en 2020. Et voilà où je me situe donc maintenant. Je reviens sur les marches. Pourquoi est-ce que tu as choisi de marcher dans Bruxelles? Après avoir travaillé pour Pierre, avec Pierre, ben voilà, la marche, c'est vrai que ça fait partie de mon ADN. Peut-être que voilà, je suis appelé à cela parce que mon nom c'est Sébastien de Faux et ça forme SDF. Euh, donc j'étais peut-être appelé à vraiment à pérégriner donc, avant que je parte pour vivre cette expérience dans Bruxelles, avec Pierre, on a lancé des gros projets de marche pour la promotion du dialogue interculturel. En 2014, déjà, on avait lancé une marche, enfin, on avait créé une grosse association qui permettait à des personnes vivant de part et d'autre de lieux des frontières réelles ou imaginaires séparant des peuples en Europe, à vivre une expérience de déconstruction de nos résistances. Et on a marché de Ypres, qui n'est pas loin qui est en Belgique, mais qui a été un lieu de combat très fort, enfin très virulent lors de la Première Guerre mondiale. Et on a marché de Ypres jusqu'à Istanbul en traversant des lignes de fracture religieuses, politiques, culturelles, etc., pour vivre vraiment cette expérience de déconstruction. Voilà, alors après Ypres, on est parti de Ostende à Odessa, donc en Ukraine, en 2016. Et puis en 2018, je suis donc parti, après avoir fait Saint-Jacques, Rome et Jérusalem, j'ai voulu repartir sur la route, mais en attendant, je me suis marié, on a eu 3 enfants. Et puis voilà, je voulais pas partir trop loin non plus parce que j'avais un battement entre deux boulots. Euh, et j'ai décidé donc de partir à Bruxelles parce que je me suis dit que partir au loin, c'est vrai que c'est dépaysant, mais j'avais envie de vivre le dépaysement dans ma propre ville, dans la ville où je vis. Ce qui était éminemment difficile dans cette expérience urbaine, c'était de ne pas avoir de direction. J'étais dans un lieu que je connais, dans lequel je vis, je travaille, et pour la première fois, je me suis retrouvé dans cet espace connu, mais en ayant perdu tout rapport à la ville. C'est-à-dire, le matin, je ne devais plus traverser un bout de la ville pour aller travailler. Le soir, je ne devais pas faire le chemin inverse pour rentrer chez moi. Je n'allais pas retrouver des amis pour aller au théâtre ou pour me balader, pour revenir ensuite chez moi. Pour la première fois de ma vie, c'est un beau lapsus, pour la première fois de ma ville, Mhm. la première fois de ma vie, je me suis retrouvé donc dans cet endroit que je connais bien, mais sans raison. Et Oui. là, je me suis rendu compte à quel point le rapport à notre orientation, euh, le rapport usuel à notre destination, euh, ou à notre objectif plutôt, conditionne notre pensée, conditionne nos émotions, euh, conditionne nos agissements. Et là, imaginez-vous, vous partez de chez soi, enfin de chez vous, pardon, et déjà la première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je pars à gauche ou à droite? Et là, pendant 30 jours, ça a été une expérience de dépossession quelque part de mes propres envies. Et une des contraintes que je m'étais imposée, c'était si tu ressens une résistance par rapport à un quartier, un lieu de la ville, par rapport à des groupes de personnes, que sais-je, c'est que je dois y aller. Mhm. Mes résistances
m'ont donné Oui. une direction et je m'étais imposé, enfin, comment dire, un autre défi, je dirais, c'était de bénir chaque personne que j'allais croiser sur mon chemin. Mais pas d'une façon ostentatoire, de la dévisager et de la viser, de dire je te bénis. Non, c'est de le vivre intérieurement en prenant conscience de sa présence et de lui dire intérieurement, toi, je ne te connais pas, mais je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le bien. Et en même temps, voilà, je m'étais promis de faire ça, et en même temps, j'étais complètement perdu, perdu comme je ne l'ai jamais été, et je pense que c'est tout un art de se perdre aussi. Euh, et j'avais l'impression que j'étais comme euh, comment dire, comment on appelle ça, un homme qui marche sur un fil, Funambule. un funambule, merci, qui marchait sur un fil très étroit ou très fin. Et d'une part du fil, enfin du côté, il y a la désorientation totale, la perte de sens. Et l'autre côté, c'est vraiment retrouver du sens dans le non-sens de ce que je suis en train de vivre. Et le non-sens de ce que je suis en train de vivre, c'était assez énorme. J'avais pas 50 ans, mes enfants, donc je n'avais plus de boulot, des amis travaillaient, mes enfants sont à la maison, ma femme aussi. Bon, je suis parti évidemment avec la bénédiction de ma femme, hein. Ma femme m'a dit, vas-y, elle est photographe, elle m'a dit, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis parti moi aussi pendant plusieurs semaines pour mon boulot, donc à ton tour maintenant de vivre ce que tu as à vivre. Donc, elle m'a donné son plein, son apport total et inconditionnel. Mais donc, c'était un non-sens d'être à deux, trois arrêts de métro de chez soi et de ne pas savoir où j'allais dormir, parce qu'évidemment, je n'allais pas sonner aux portes. Jamais, je n'allais pas accepter sur les réseaux sociaux des invitations de personnes que je connaissais qui me disaient mais viens dormir chez nous. Non. Ce que je voulais vivre, c'était vraiment vivre ce qui vient à vous lorsque vous essayez de vivre l'instant présent dans une confiance, en vivant la confiance. Et donc j'ai voulu débrayer comment dire, tous ces conditionnements, mais ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et donc c'était très difficile de me trouver dans un environnement connu et en étant complètement perdu. Et là, j'ai vraiment vécu une désorientation, presque une déstructuration intérieure qui était très puissante. Et ce qui m'a permis justement de retrouver du sens dans le non-sens de ce que je vivais, mais je l'avais choisi, évidemment. En aucun cas, je voulais vivre une expérience de sans-abritisme, parce que là, c'est vraiment indécent, je pense, c'était pas du tout le but. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, ce qui m'a permis de sortir du vide, euh, c'était le fait de bénir une personne, en fait, de bénir les personnes. Et donc, je me suis rendu compte, au fait, que bénir ces personnes, le fait de bénir m'a permis de débrayer tout mon mode de jugement sur moi et sur l'autre. Euh, donc voilà, donc le jugement était tu dans son noyau. Et, euh, et en fait, ça a été une expérience extraordinaire de voyage intérieur où je me suis rendu compte effectivement que tous ces visages ont presque une fonction de paysage. Et ce qui est très beau, c'est que si on part loin, c'est qu'on a envie d'être dépaysé. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être touché par ce que le paysage suscite en nous. Eh bien, lorsqu'on porte attention à tous ces visages presque anonymes qu'on ne voit pas parce qu'on est occupé à nos vicissitudes, lorsqu'on traverse une ville ou un paysage urbain, en bénissant ces personnes, on bénit toutes ces parts d'ombre qui sont enfouies en nous et qui deviennent peut-être un peu plus ombre lorsqu'on juge l'autre parce que cet autre est tellement différent de moi. Voilà. Et donc,
ça a été vraiment une expérience, voilà, très lointaine, alors que je n'étais que à quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres de chez moi. Nous arrivons à la fin de la première partie. Et donc, si tu avais quelque chose à rajouter avant que nous donnions la parole à notre, à notre audience, c'est maintenant. Alors, je dirais que ce qui nous traverse d'essentiel ne nous appartient pas, mais il nous appartient de le partager. Et c'est en le partageant qu'on réinvestit cet espace entre l'autre et soi. Et c'est cet espace presque sacré qui a une fonction d'orientation et donc une fonction spirituelle. C'est ce qu'on vit en tant qu'accompagnateur spirituel au chevet de personnes qui sont atteintes de maladies très graves. C'est vraiment se faire, comment dire, petit, enfin, de devenir, comment dire, un compagnon de route. Voilà. Et accompagner la personne dans cette expérience de l'inconnu. Tu avais un objet, je crois, à nous présenter. Oui, enfin, j'ai amené cet objet, mais bon, c'est difficile de montrer ça. Euh, On le voit, ouais. On le voit bien. un objet en métal, et on voit, au fait, c'est un petit marcheur. J'ai reçu ça pendant une émission télé en Belgique qui s'appelle Nom de Dieu. Ça me fait penser à ce qu'un ami bouddhiste m'a dit, qui m'a dit, si on reste avec les deux pieds sur terre, on n'avance pas d'un pas. C'est Qu'il très, avance très un drôle. peu. Tout à fait.